Nous rassemblerons les questions à l'issue de la conférence de Madame Margaritis. Madame Margaritis est professeure des universités en physiologie. Elle a notamment publié des réponses adaptives à l'entraînement et aux environnements extrêmes, modulés par les apports alimentaires. Et elle est détachée auprès de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES, en qualité d'adjointe au directeur de l'évaluation des risques. Elle-même est très engagée dans les sports de montagne et à haute altitude. Elle a été directrice de la faculté des sciences du sport à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Elle a présidé des comités AFNOR. Elle a participé à la rédaction de normes européennes dans la prévention aussi du dopage et sur les compléments alimentaires et les denrées alimentaires destinées aux sportifs. Et ce sont des publications qui sont récentes puisqu'elles datent de 2021, je crois. Donc, Madame Margaritis, à vous. Bonjour à tous, merci pour cette invitation à traiter un sujet qui est d'actualité. Déjà pour définir ce qu'est un complément alimentaire dont on va beaucoup parler, on va parler nutrition et de compléments alimentaires. Sa définition réglementaire, c'est une définition qui le définit comme étant là pour compléter une alimentation normale. Alors c'est assez subtil parce que puisque l'alimentation est normale, pourquoi faudrait-il la compléter? Donc on va y revenir après. Ça se présente en doses. Alors ça peut être une dose, ça peut être une cuillère, ça peut être une ampoule, ça peut être des gélules. En tous les cas, il y a ce concept de quantitatif et d'identification d'une quantité de ce produit qui va apporter, et c'est important, certaines substances ou certains nutriments à des concentrations qui sont en général plus élevées que les concentrations qu'on trouve dans notre propre alimentation. Mais on vous dit dans le règlement, dans le décret, qu'elles sont destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Donc on verra de quoi il s'agit quand on parle de faible quantité pour un complément alimentaire. Donc, il y a des occurrences, quand on regarde la littérature internationale, il y a une évolution qui est une évolution drastique, je dirais à partir des années 2000, qu'on parle de compléments alimentaires en food supplements ou qu'on parle de compléments alimentaires plutôt destinés aux sportifs. La dynamique d'augmentation de la production scientifique à ce sujet est sensiblement la même, avec, vous le voyez, des résultats en très grand nombre. Ce qu'on sait aussi, c'est que la consommation de compléments alimentaires est très liée à la nature de la discipline, mais aussi au volume d'entraînement. C'est-à-dire, comme ça a été dit, je crois ce matin, la question du complément alimentaire et la question du dopage, parce que vous allez voir qu'il y a quand même parfois une frontière qui est assez étroite au niveau du produit. On le verra, mais aussi en termes d'intention. C'est-à-dire qu'il arrive que certains sportifs cherchent ce qu'on appelle l'ergogénicité par les compléments alimentaires, c'est-à-dire tout simplement à améliorer leur performance. Or, quand on regarde la définition du règlement et la définition telle qu'on peut la considérer, un complément alimentaire vient compléter l'alimentation. Donc, et en France, ce qui est très particulier, c'est qu'on parle de complément alimentaire, on ne parle pas vraiment de supplément. Alors on peut parler de supplémentation, mais le supplément est un anglicisme. Donc on considère que ces produits-là vont venir compléter l'alimentation. Il n'empêche que plus le volume d'entraînement est élevé, plus il y a consommation de ces compléments alimentaires. Donc quand on regarde la question de l'activité physique, alors peut-être avec un petit prisme sur le stress environnemental, mais en tous les cas, c'est très schématique ce que je vous présente là. J'ai plein de facteurs, de sous-facteurs, de biais qui peuvent intervenir. Mais globalement, on va considérer l'entraînement, la charge d'entraînement avec la récupération. Ça, c'est deux moments sensibles. Et puis, l'exposition au stress environnemental qui est de nature à modifier des besoins.
et le rôle que va jouer la nutrition qui va accompagner toutes les adaptations qui sont recherchées par l'entraînement sportif, mais qui aussi, et avant tout, vont permettre d'assurer une bonne santé. Donc, avant de parler de compléter l'alimentation, il faut imaginer que ce que l'on doit poser, c'est le fait que, déjà, sportif ou pas, on doit faire en sorte que notre apport alimentaire et nos apports alimentaires soient équilibrés. Ça veut dire que les aliments vont devoir nous apporter les nutriments dont nous avons réellement besoin, ni plus ni moins. Plus ne servira pas à grand-chose et moins peut nous mettre en danger. Donc ces aliments, il y a des catégories d'aliments qui apportent des nutriments. On a publié en 2017 les bases scientifiques de la révision des repères alimentaires du Programme national nutrition santé qui est destiné à la population générale. On identifie des catégories d'aliments, j'entre pas dans le détail, l'avis est disponible sur le site de l'ANSES, mais ce qu'on retient, c'est qu'on va aller piocher dans chacun, on le fait naturellement, on va aller piocher dans ces catégories d'aliments, des aliments qui nous plaisent et qui vont nous permettre, par combinaison, et c'est la combinaison des aliments qui vont nous permettre de couvrir nos besoins nutritionnels. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui se fait de façon tout à fait naturelle et qu'on a appris à faire d'un point de vue culturel. C'est un héritage culturel. Notre façon de nous alimenter, normalement, on ne devrait pas avoir un contrôle cognitif en disant je dois manger ci, je dois manger ça. Ça se fait naturellement et on devrait couvrir nos besoins nutritionnels naturellement. Donc, on a une base de repères qui est valable pour tous. Alors, bien sûr, après, il y a des adaptations. Si certains n'aiment pas le poisson, ils vont s'organiser pour couvrir leurs besoins nutritionnels autrement qu'en consommant du poisson. Dans tous les cas, ce qu'on a identifié en population générale, ce sont des leviers, c'est-à-dire ceux qui, à partir de l'image globale qu'on a regardée sur la population à partir d'une enquête nationale qui intègre 5000 personnes représentatives de la population française, ce qu'on a identifié, c'est qu'au regard des maladies qui sont liées soit à un excès d'apport, soit à une insuffisance d'apport en certains nutriments, et donc de certains aliments qui apportent ces nutriments-là, globalement, en France, on consomme trop de viande, on consomme trop de soda, on consomme trop de boissons sucrées, de charcuterie. Donc ça, c'est un levier, c'est-à-dire que si on arrive à baisser la consommation, ça ira mieux. Et si on augmentait la consommation en légumineuses, en végétaux d'une façon générale, en poissons, ça irait beaucoup mieux. Donc c'est une représentation très schématique, qui est beaucoup plus précise et qui, à l'origine, part carrément d'un grammage qui est identifié comme permettant de couvrir les besoins nutritionnels. Donc, ceci étant dit, la question est de savoir en quoi est-ce que les besoins nutritionnels du sportif vont être modifiés par cette activité physique. Modifiés, j'entre pas dans la question des macronutriments énergétiques, qui est aussi un sujet en soi, parce qu'en général, quand on parle de compléments alimentaires, on va parler de micronutriments, vitamines et minéraux, et autres substances. Donc les autres substances sont des substances qui ne sont ni des vitamines ni des minéraux, mais qu'on trouve aussi dans l'alimentation et qu'on va trouver en concentration élevée dans certains compléments alimentaires. Et ces micronutriments qui sont nécessaires aux réactions fondamentales de notre métabolisme sont des composés organiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a besoin. Ça veut dire que s'il n'y en a pas assez, on se met potentiellement en danger. Alors au début, il n'y a pas de signes cliniques. Et puis, si on en manque vraiment, on commence à avoir des signes cliniques. Un indicateur d'un déficit d'apport en micronutriments, ça peut être chez un sportif la baisse de performance, si ce n'est que la baisse de performance est multifactorielle et qu'on ne va pas commencer à dire c'est un problème de micronutriments si les raisons sont autres, relatives à des aspects psychologiques, de charge d'entraînement, par exemple. Donc, sans entrer dans le détail, l'idée c'est qu'on doit se trouver dans une zone avec des apports nutritionnels qui doivent être sans insuffisance, mais aussi sans excès. Donc, vous voyez que ici, quand on identifie le besoin médian de la population, ce qu'on fait, c'est que le besoin médian, c'est le besoin moyen pour une répartition normale d'un point de vue statistique, c'est médian. Ça veut dire surtout que
50%, la moitié de la population aura des besoins qui sont supérieurs à ce qu'on a identifié. Donc on va identifier ce qu'on appelle une référence nutritionnelle en population et on va fixer une dose pour chacun des minéraux et chacune des vitamines pour la population générale. Et ça s'appelle une référence nutritionnelle en population. Cette valeur-là a été réactualisée en France aussi en 2017 et en 2019 pour les populations particulières, personnes âgées, femmes ménopausées, etc. Et ça concerne les personnes qui ont une activité physique globale qui correspond globalement à 2 fois le métabolisme de repos. 2 fois les MET pour ceux qui connaissent. Donc 2 fois le métabolisme de repos, jusque-là on peut dire que les besoins nutritionnels ne sont pas modifiés. Au-delà, à partir d'un certain niveau d'activité physique, je ne parle pas de performance, mais de dépenses énergétiques, les besoins peuvent être modifiés et on va aller identifier une valeur cible ici qui va être probablement supérieure pour le sportif. Cette valeur est très difficile à déterminer. En France, on les a déterminés en 2003, donc ça fait très longtemps, et on est en ce moment même en train de réviser ces valeurs-là pour les réactualiser pour tous les sportifs à l'ANSES par un groupe de travail qui devrait réactualiser définitivement ces valeurs-là dans quelques mois. Le problème, quand on va encore au-delà, on continue, on augmente encore la valeur et on bute sur ce qu'on appelle la limite supérieure de sécurité et qui est, je dirais, un plafond. On a vu qu'il y a un plancher en termes d'apport et il y a un plafond au-delà duquel on ne devrait pas aller parce que le nutriment soit peut devenir toxique, soit peut commencer à se comporter dans l'organisme comme un médicament. C'est-à-dire qu'il va avoir une action qu'on appelle une action pharmacologique qui peut être très différente en fait de son comportement quand il est un nutriment. Donc on passe dans une autre zone et normalement un complément alimentaire qui dépasse cette limite supérieure de sécurité peut être un médicament, il peut même être commercialisé comme un médicament. Donc c'est là qu'on voit aussi la différence et la limite entre le nutriment, c'est la même molécule qui est un nutriment jusqu'à une certaine dose et puis il devient un médicament. Donc voilà, pour vous donner une illustration des références nutritionnelles spécifiques qu'on avait identifiées il y a bien longtemps. Je commence à avoir un peu de problème avec ces valeurs-là parce que je vois bien que pour certaines, elles sont vraiment à revoir. Mais le principe, donc vous voyez ANC, c'est l'ancien nom des références nutritionnelles en population, donc ça a 20 ans cette affaire-là. Vous voyez qu'on a une référence nutritionnelle dite ANC ici, qui, par exemple, pour la vitamine C est à 110, et puis on considère un besoin nécessaire supérieur tous les 1000 kilocals de dépenses énergétiques supplémentaires. Donc c'est très schématique, comme c'est tous les 1000 kilocals, ben c'est linéaire, la réalité n'est peut-être pas si linéaire que ça, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment avec notre groupe de travail. Donc en termes d'exposition et de difficultés et de risques, certains sportifs peuvent être de fait plus exposés que d'autres à être en déficit en apport en macronutriments parce que la charge est élevée, parce que en termes en compétition, on est dans une situation très particulière avec cette fois des charges en compétition qui sont très élevées et successives et des dépenses énergétiques très élevées parce qu'ils consomment des produits alimentaires qu'on appelle à faible densité nutritionnelle, c'est-à-dire qui apportent beaucoup d'énergie, mais avec cette énergie, ils ne reçoivent pas beaucoup de nutriments, ce ne sont pas de bons vecteurs de nutriments. Ou alors, en raison d'une restriction énergétique, on peut penser au sport à catégorie de poids, par exemple, ou à sport à composante esthétique, ou d'exposition environnementale particulière. On peut penser à l'hypoxie, à l'altitude, à l'alpinisme à très haut niveau, ou d'une diminution, par exemple, d'absorption, malgré des apports qui sont satisfaisants. Donc, est-ce que pour autant, ces besoins qui sont liés à l'exercice physique peuvent justifier l'utilisation de compléments alimentaires ? Quand on définit le sportif, on le définit en fonction de ses caractéristiques physiologiques, son sexe, son âge, sa charge d'entraînement. Donc je vous présente là
les critères principaux de catégorisation qu'on est en train d'utiliser en ce moment pour notre groupe de travail, parce que finalement on a eu beaucoup de mal à se dire mais à partir de quand on peut imaginer qu'il y a des besoins qui sont augmentés. C'est pas avant c'est pas augmenté et juste après c'est pas augmenté. Il y a peut-être pas d'effet seuil. En tous les cas, dans l'ensemble, ce sont les critères qu'on va considérer. Donc il faut se dire que quand on parle de sport, le sport fait partie de ce qu'on appelle l'activité physique, qui a été assez bien définie en 2012 et qui est une définition maintenant sur laquelle les experts s'accordent pour dire qu'on parle d'activité physique globalement et à partir d'une certaine quantité ou d'un certain engagement, on va parler de sport. Mais on peut avoir un niveau d'activité physique très élevé sans entrer dans la définition du sport qui introduit aussi un caractère compétitif. Donc il se trouve, on l'a vu, que les sportifs, plus le volume d'entraînement, d'activité physique est élevé, plus ils vont avoir un effet, ce qu'on appelle un effet d'attente à l'égard des compléments alimentaires. Et cet effet d'attente est nourri par ce qu'on appelle des allégations santé, qui peuvent parfois être trompeuses. C'est-à-dire que cette attente, c'est quand on s'entraîne, quand on cherche à être performant, et quand on cherche à être performant, on a tendance à chercher l'ergogénicité, c'est-à-dire l'augmentation de la performance par des méthodes autres que l'entraînement, la récupération et un environnement favorable. Donc ces allégations santé, ce sont ces messages qui affirment ou qui suggèrent qu'une denrée possède des propriétés nutritionnelles spécifiques, c'est-à-dire on va vous dire « ah bah oui, mais tel produit, il y a plein de vitamine D dedans, donc c'est bon pour les os ». Voilà, donc ça, c'est une allégation santé. Alors, ça va être pas bon pour les os, ça va être mieux écrit que ça. On va vous dire que ça assure la santé naturelle des os ou la santé normale des os, ou on va vous enrichir des aliments ou des compléments alimentaires avec de la vitamine B12 et on va vous dire que ça favorise l'érythropoïèse. Bon, si ce n'est que quand vous avez suffisamment de vitamine B12, si vous en avez plus, vous n'aurez pas une meilleure érythropoïèse, vous n'aurez pas plus de globules rouges parce que vous amenez plus de ce qui permet à assurer la fonction normale. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces allégations-là sont des allégations qui, en plus, sont réglementées et qui, au-delà d'être réglementées, sont basées sur des justifications scientifiques, parce que c'est le règlement européen qui le dit, ça doit être basé sur des justifications scientifiques. Très bien. Mais l'évaluation, en fait, se fait sur ce que le nutriment fait à la fonction. Donc, quand on vous dit que la vitamine B12 favorise l'érythropoïèse, on ne peut pas s'inscrire en faux. C'est vrai, ça fait partie du processus. Donc, le règlement, donc ça c'est évalué par l'autorité européenne, qui est notre homologue au niveau européen, qui transmet ses avis à la commission qui, elle, va entériner ou pas. La plupart du temps, elle entérine, c'est très rare qu'elle n'entérine pas. Et donc, ça autorise de fait les industriels à utiliser ces allégations, donc un produit, un complément alimentaire qui contient, on reprend la B12, qui contient de la B12, va comporter l'allégation santé de façon tout à fait légale, et s'adresse à vous, s'adresse au consommateur en lui disant, regardez, ça va aller beaucoup mieux avec plus de globules rouges, donc meilleur transport de l'oxygène, augmentation de la performance, c'est ce qu'on peut avoir derrière. On peut vous dire aussi, augmente la performance. Il y a des allégations, augmente la performance. Avec la caféine, par exemple. Donc, la question se pose de savoir dans quelle mesure est-ce que cette allégation, dans la situation dans laquelle on se trouve soi-même, est vraie ou pas. Parce que, sur le fond scientifique, elle est vraie, mais dans le contexte, elle peut ne pas l'être. C'est en ce sens qu'elle peut être trompeuse. Alors, pour ce qui est de l'ergogénicité, alors le règlement, après la liste, il y en a des milliers comme ça. Donc ça, c'est vraiment une page sur laquelle j'ai récupéré des allégations qui sont des allégations destinées aux sportifs. Donc vous voyez que il n'y en a pas tant que ça qui sont favorables. Donc là, il y en a une avec la créatine. Là, on vous dit que les glucides, ça aide à la performance. Donc bon, c'est évidemment. Parce que quand on est en déficit énergétique et qu'on nous manque de glucides, la performance est quand même très détériorée, donc on peut le dire. Mais c'est pas pour autant, si vous avez ce dont vous avez besoin, que vous en consommez plus, ça va pas aller mieux. Donc, et c'est vrai pour tout.
donc, au-delà de ça, quand on consomme des compléments alimentaires, il y a des risques pour la santé. Alors ça, c'est le schéma simplifié de tout à l'heure, pour faire très simple. Un apport, en insuffisance, c'est un problème, en excès, c'est toxique. Et le risque, donc là, je vous ai donné la définition en anglais, mais en fait, un risque, c'est un niveau de probabilité pour que le danger, c'est ce qu'on a identifié comme posant problème, arrive ou pas. Donc le risque, c'est quand même une probabilité. En termes de risque, il y a la perception du risque, et il y a l'analyse du risque. Nous, ce qu'on fait à l'ANSES, c'est l'analyse du risque, c'est-à-dire qu'on regarde concrètement et objectivement si l'agent auquel un individu, alors un agent, ça peut être l'amiante, la pollution de l'air ou un complément alimentaire, une substance qui est dans un complément alimentaire, présente un risque ou pas, et on analyse ce risque de façon à aider le décideur à prendre des décisions qui sont en général des décisions soit de police, soit des décisions réglementaires. Nous, on ne décide pas, on donne les éléments scientifiques. Donc ça, c'est le risk management qui était juste à côté et qui est la décision. Donc ça, c'est pas nous. Par contre, on a un dispositif de nutrivigilance qui justement nous permet, étant donné que les compléments alimentaires sont... J'entends compléments alimentaires et denrées enrichies aussi, on a les denrées qui sont destinées aux sportifs, et qui sont enrichis en micronutriments, on a des remontées d'effets indésirables et donc depuis une dizaine d'années, on a un dispositif de vigilance qui permet à tout le monde de déclarer des effets indésirables qui pourraient être liés à la consommation de certains compléments alimentaires et de certains aliments enrichis. Alors, il arrive que ce soit causé par la substance, mais il arrive aussi que ce soit un mésusage, c'est-à-dire j'ai pris la boîte entière au lieu de prendre une capsule, ou de la fraude. Donc on a regardé ces dernières années ce qui se passe avec les signalements des effets indésirables liés aux compléments alimentaires qui sont destinés aux sportifs, avec des niveaux de gravité qui sont variables. On a rendu un avis là-dessus il y a quelques années. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certains produits qui sont aussi adultérés. Donc là, on entre dans une zone qui est celle qui peut être du dopage à l'insu, notamment si on consomme un complément alimentaire qui n'étiquette pas une substance dopante. La substance dopante a des effets sur la santé et ce sont ces effets-là parfois qui nous sont déclarés. Alors le déclarant pense que c'est le complément alimentaire, mais en fait, c'est la substance qui était dans le complément alimentaire qui a provoqué ces effets qui sont parfois graves, notamment cardiovasculaire, puisque l'effet est assez immédiat. Il y a aussi beaucoup d'hépatotoxicité. Donc les sportifs sont concernés aussi par des compléments alimentaires qui ne leur sont pas spécifiquement destinés. Ça peut être un complément alimentaire pour la santé des articulations. Donc il va aller le consommer et il peut se trouver aussi soit avec un contrôle anormal, soit avec un effet sur la santé s'il n'est pas soumis à un contrôle antidopage. Voilà, donc les effets indésirables aigus chez le sportif, c'est ceux que j'ai évoqués. J'entre pas dans la question des niveaux de gravité. Alors, on a un niveau de gravité en niveau d'imputabilité. Le niveau de gravité augmente dans le cas où il entre dans une catégorie qu'on a identifiée comme étant grave. Donc on va aller d'un effet qui peut être maux de tête, c'est une imputabilité qui est faible. Le décès ou un pronostic vital engagé, c'est un niveau très élevé. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, alors ça, c'était les effets indésirables avant 2017, qui avaient engagé justement nos travaux d'analyse de risque, d'évaluation de risque sur ces substances-là, enfin sur ces produits-là. Et depuis 2017, on a reçu 154 nouveaux cas et 90 cas analysables. Parce qu'il faut que le cas soit bien renseigné pour qu'il puisse être analysé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que ces cas, c'est très peu par rapport à la réalité des cas, parce qu'en général, les gens, la plupart du temps, ne déclarent pas. Soit parce que c'est compliqué, soit parce que le médecin ne fait pas l'effort de déclarer. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir ces remontées de cas.
Mais il suffit d'avoir quelques cas pour que ça nous permette de tirer en fait un fil qui permettrait de nous dire « Ah oui, mais là, avec cette substance, alors ça peut être adultéré, mais ça peut être avec la substance même, il y a un problème. » Donc ça peut être des contaminations, des adultérations, il y en a. Et le problème, encore une fois, c'est qu'elles sont nocives et qu'en plus, chez le sportif engagé en compétition, elle peut conduire à un contrôle antidopage anormal. Et dans la composition des compléments alimentaires pour sportifs, on va trouver des substances qui ne sont pas interdites, qui sont toutes les substances qui peuvent être présentes dans les nutriments, c'est la définition des compléments alimentaires aussi d'un point de vue réglementaire, et des substances interdites, qui sont soit des substances totalement interdites pour un consommateur, voire un patient, soit des substances qui sont autorisées dans le médicament, mais qui, de fait, ne seront pas autorisées en complément alimentaire et qui seront détournées de leur cible thérapeutique. Voilà d'autres situations. Donc, on l'a vu aussi, donc, les extraits de plantes qui sont autorisés. Et puis, à côté, parce que ça ne marche pas forcément, des industriels mal intentionnés, évidemment, et heureusement, ce n'est pas la majorité, mais il suffit de tomber sur ces compléments alimentaires-là qui vont ajouter ces substances-là. Donc on a quelques cas d'adultération, par exemple avec sans adultération. Le thé vert, par exemple, en très grande quantité, va avoir des effets sur le foie. Alors ça peut être utilisé pour recherche d'amaigrissement, chercher à sécher chez les sportifs, n'empêche que ça a des effets indésirables notoires. On a eu beaucoup de cas avec les boissons dites énergisantes, donc ça on en a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années. Ça continue, il en arrive encore, ou par exemple des effets indésirables avec des produits qui vont contenir des extraits de Citrus aurantium qui contient de la pécinéphrine qui est adrénergique. Donc ce stimulant adrénergique, combiné par exemple à la caféine, a provoqué certains décès. La suite, c'est que quand on a analysé, quand on a identifié, qu'on a bien pu caractériser le danger et dire effectivement il y a une relation de cause à effet entre le complément alimentaire qui a été consommé et l'effet indésirable qui a été déclaré, on peut ajouter, colonne de droite, des restrictions donc ça, c'est de l'aide à la décision pour la Direction générale et la concurrence, la répression des fraudes. Alors maintenant, c'est la Direction générale de l'alimentation qui a récupéré ces missions-là récemment. Mais donc ces restrictions-là vont permettre de limiter le risque auquel va être exposé le consommateur. Voilà des exemples de mesures. Alors, il y a une norme, on a évoqué, il y a une norme qui est protectrice. C'est une norme qui a été bâtie à l'initiative de la France. Donc aujourd'hui, c'est devenu une norme européenne pour essayer de viser à l'harmonisation des pratiques. Donc on est passé de la norme française qui avait été publiée en 2012 à la norme européenne qui vient d'être publiée et dont j'avais effectivement présidé le comité technique. C'est une norme qui vient compléter, comme beaucoup de normes, qui vient compléter la réglementation. Donc elle n'est pas introduite dans la réglementation, donc elle n'a pas de caractère obligatoire, mais elle permet de limiter les risques qui sont liés à l'adultération avec un certain nombre de contraintes qui constituent un cahier des charges comme pour toutes les normes et qui permet d'identifier les industriels qui auraient fait en plus l'effort de répondre à ce cahier des charges. Donc elle a été publiée relativement récemment. Donc pour conclure et que vous puissiez repartir avec quelques messages clés, vous l'avez compris, la supplémentation en tant que telle n'améliore pas la performance, elle évite d'une diminution de la performance si l'alimentation n'est pas satisfaisante, donc elle n'est pas nécessaire pour les athlètes dont le régime est équilibré. On l'a vu au début, c'est le premier prérequis. Le prérequis, c'est une alimentation diversifiée et équilibrée. Elle est inefficace s'il s'agit d'aide ergogénique, puisqu'en plus elle va présenter des risques. Elle peut faire l'objet d'allégations trompeuses, soit parce qu'on n'est pas concerné, soit parce que l'allégation n'a pas été évaluée correctement, et surtout, elle n'est pas sans risque pour la santé. Or, en nutrition, on n'est pas dans le domaine du médicament, on considère que le risque doit être nul. Dans le cas du médicament, c'est différent,
puisqu'on est dans une situation pathologique dans laquelle on peut accepter un certain niveau de risque. Dans tous les cas, le rapport bénéfice-risque doit être positif. En nutrition, on ne doit pas prendre de risque en fait pour s'alimenter. Les besoins nutritionnels du sportif effectivement augmentent, et ce qui est très important, et je le redis, c'est qu'ils peuvent être atteints par l'alimentation courante malgré tous les débats. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Margaritis.